Je m'appelle Lucie Guilbault, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital Trousseau et je travaille dans le service de médecine fœtale du professeur Joannick. Et je vais donc vous parler du dépistage échographique des myéloméningocèles en anténatal. Alors, en général, il n'est pas rare qu'il y ait un décalage entre l'attente des futurs parents et l'échographiste au cours de l'échographie de dépistage, puisque les futurs parents viennent voir à l'échographie leur bébé à l'écran, tandis que celui qui fait le dépistage va s'atteler à rechercher des signes pour rechercher des malformations. Et en cas de myéloméningocèle, les signes qui vont interpeller l'échographiste de dépistage sont pas forcément le fait de voir la lésion au niveau de la colonne vertébrale du bébé, mais plutôt des signes indirects, des conséquences au niveau du cerveau, du pôle cérébral du bébé. Donc ces premiers signes... l'image n'est pas passée. Bon, le premier signe qui a été décrit dans les années 80, il y a une quarantaine d'années, c'est l'aplatissement des os frontaux. Donc ici, vous avez l'aspect normal, sans anomalie cérébrale, d'un crâne fœtal à l'échographie du deuxième trimestre. Et en fait, en cas de myéloméningocèle, on va retrouver un aplatissement des os frontaux, ce qui a été décrit comme un lemon sign parce que le crâne fœtal va avoir une forme semblable à celle d'un citron. Un autre signe appelé banana sign, excusez-moi. Je suis désolée, le pointeur ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Donc, un deuxième signe qui a été décrit comme un signe indirect de myéloméningocèle et qui correspond en fait à la malformation de Chiari de type 2, c'est celui de la déformation du cervelet, encore appelé banana sign parce que le cervelet va être étiré. Ici, vous avez un cervelet chez un enfant qui ne présente pas de malformation, et ici, vous pouvez voir le cervelet qui est étiré ainsi que l'absence de liquide céphalorachidien en arrière. En cas de myéloméningocèle, on va aussi pouvoir observer à l'échographie éventuellement une ventriculomégalie qui est inconstante, c'est une dilatation des ventricules cérébraux, ici en cas de myéloméningocèle, ici chez un enfant qui ne présente pas de malformation. Et évidemment, on peut quand même observer la myéloméningocèle directement lors de l'échographie de dépistage. Et ici, donc, vous avez une colonne vertébrale de bébé qui n'a pas de malformation. Et ici, alors je suis désolée, les images passent très mal. Ici, par exemple, on voit bien la colonne vertébrale du bébé et la myéloméningocèle. On peut même voir à l'intérieur des racines nerveuses sous l'aspect de ces fines lignes échogènes. On peut avoir des formes saculaires comme chez ce bébé et des formes qui ne sont pas saculaires mais plus aplaties comme chez cet autre enfant. On va également regarder d'autres signes lors de l'échographie de dépistage et notamment les membres inférieurs des enfants, parce qu'on pourra observer certaines malformations selon le niveau de la myéloméningocèle, et on peut observer par exemple une malposition des pieds. Ici vous aviez un bébé qui avait un pied beau en varus équin et qui s'associe à une amyotrophie des mollets, c'est-à-dire que les muscles au niveau de la jambe ne sont pas développés de manière normale, comme on pourrait le voir chez cet enfant-là, qui présente un pied bien posé et des muscles des trompes santé normales. C'est le micro... Merci. Alors, le dépistage des myéloméningocèles anténatales est extrêmement bon actuellement. Il a été largement amélioré par la description dans les années 80 des signes indirects de myéloméningocèle qu'on a vu au début au niveau de la tête des bébés. Et il est de l'ordre de 84% en France et de 90% en Europe. Dans la grande majorité des cas, ce diagnostic est évoqué et confirmé lors de l'échographie du deuxième trimestre, qui correspond vraiment à la première échographie où on va regarder l'ensemble de l'anatomie du bébé. Mais depuis une vingtaine d'années, on a décrit des signes qui peuvent être découverts dès l'échographie du premier trimestre de la grossesse. Alors, on peut
soit observer la myéloméningocèle au niveau du dos du bébé dès l'écho du premier trimestre, et si ce n'est pas le cas, on peut observer des anomalies au niveau cérébral, et notamment la compression du quatrième ventricule, qui est un des ventricules du cerveau, qui va apparaître comme une disparition de la clarté intracérébrale. Sur cette diapo, le cerveau d'un enfant qui ne présente pas de malformation, on voit 3 zones anéchogènes au niveau de la fosse postérieure cérébrale, et chez ce bébé qui présente une myéloméningocèle, on ne voit que 2 zones anéchogènes, ce qui peut être un signe évocateur de myéloméningocèle. Pour terminer, donc le premier contact lors de l'échographie de dépistage va constituer effectivement un choc pour les parents, mais pour nous, médecins, c'est important de se concentrer sur ce qu'on va leur dire, et notamment, il faut absolument préciser le diagnostic. Le dépisteur doit absolument adresser la patiente à un échographiste référent afin de déterminer avec précision s'il s'agit bien d'une myéloméningocèle, c'est-à-dire d'un dysgraphisme ouvert avec des anomalies cérébrales associées, ou si au contraire il s'agit d'un dysgraphisme fermé, ou encore d'une forme plus difficile à diagnostiquer, les formes frontières, qui peut avoir à la fois des caractéristiques du dysgraphisme fermé et des anomalies cérébrales. On va s'atteler également à évaluer le niveau et la taille de la malformation, et c'est pourquoi il est hyper important de ne pas commencer à se lancer dans une information pronostique auprès des futurs parents lors de cette échographie de dépistage, mais passer la main d'abord à un échographiste référent afin d'avoir toutes ces notions avant de dire quoi que ce soit aux parents sur le pronostic de leurs futurs enfants. Et je passe donc la main à notre échographiste référente préférée, le docteur Garel. Je vous remercie.